Bonjour, bonjour et excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver en ce 22 décembre 2021. On approche de cette fin d'année. On se prépare également pour cette fin d'année. Dans quelques jours, on commencera à parler des préparatifs de cette justement dernière semaine de l'an 2021. Et puis aujourd'hui, notre matinale aura une coloration essentiellement culturelle. Tout d'abord, on vous offrira un point météo comme d'accoutumé, mais juste après, on retrouvera nos collègues habitués à ce plateau et animateurs de rubrique à l'instar de Lilia Bennasser qui vous servira le meilleur des destinations culturelles de la semaine dans son agenda. Et puis, nous aurons le plaisir de retrouver Imadeddine Lamouri qui reviendra encore sur les jeux vidéo. Et rappelez-vous aussi également que la semaine dernière, c'était vraiment l'événement phare à l'échelle planétaire, bien sûr, la Coupe arabe des nations tout d'abord, hein, avec la victoire des Verts, mais il y avait aussi ces Game Awards. Donc on reviendra sur les jeux, mais peut-être chez nous, en Algérie. Alors, dans cette matinale, nous retrouvons également notre ami Grigassen. Donc, Ahmed Grigassen, aujourd'hui, met en valeur notre savant Abou Hassan El-Hasnaoui. Donc, dans un autre registre, nous retrouverons juste après la directrice de l'Institut culturel italien pour parler de cette coopération algéro-italienne très pérenne, d'ailleurs, dans les différents domaines, notamment le domaine culturel. Donc, on reviendra avec elle notamment sur l'apprentissage de la langue italienne dans notre pays, mais pas que cela, vous le verrez. Donc, un autre volet culturel aussi, on parlera d'art plastique grâce à la présence parmi nous du talentueux Mohamed Azoug, donc ce plasticien qui excelle justement dans la sculpture, dans l'art pictural sur différents supports. Il est également céramiste et designer. Aujourd'hui, on l'accueille à l'occasion de son exposition organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et qui sera abritée dès demain par Dar Abdellatif à Alger. Donc aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir, cette fois-ci, et c'est vrai que l'exception dit ne fait pas la règle, nous parlerons également d'une grande campagne de sensibilisation lancée depuis le début des vacances par l'entreprise phare du gaz et de l'électricité chez nous, Sonelgaz. Donc les détails du programme préparé à cet effet avec une représentante de la cellule de communication de cette institution. Voilà qui est dit par rapport à la composante de cette mosaïque Bonjour d'Algérie du 22 décembre. Tout de suite, comme promis, voici venir Amel Laribi pour son point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Un petit éternuement, Oui. pourtant il fait chaud. Oui, dans le Il n'y froid. avait même pas l'humidité habituelle. Non, hein. pas du tout, pour Non. aujourd'hui, oui. Les pare-brises étaient Bizarrement. vraiment secs aujourd'hui, j'ai Exactement, remarqué. oui. Pourtant, on avait prévu de la brume. Ah bon? Oui. Ah ben ça y est, on en a eu assez pendant la semaine. Oui, mais bon, c'est la saison. Quand C'est la le saison. ciel est dégagé, on a beaucoup de brume. Absolument, c'est surtout quand il y a ces différences de température entre Exactement. la nuit Et la journée. Et donc voilà, on a des journées très ensoleillées. J'ai l'impression que ça continue. Oui, Ah non, non, malheureusement. non, il y a des petits Non, nuages comme ça. sans conséquence, hein. Franchement, c'est des petits Très bien. nuages très élevés, donc Ah, qui ne très pleut pas. élevé. Donc quand il y a des tirés comme ça veut dire pas nuage bas, mais non, c'est élevé. élevé. Très bien. Allez, je vous laisse décoder parce que c'est un petit peu votre jargon à vous. Merci. Nadia. Alors que nous disent les cartes, Amel? Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, de la brume matinale sur pratiquement tout le nord, d'ouest en est, puis le ciel deviendra dégagé à partiellement voilé durant la journée et probabilité de persistance de la brume sur les côtes centre durant la journée, la moitié sud excepté quelques pluies par endroits vers le Sahara central et un temps voilé sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Sur le nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt clémentes pour un mois de décembre. Le minimum 14 degrés à Al-Beyoud, 16 Djelfa, 20 degrés à Batna, 18 Constantine, 17 vers Tiaret et Annaba, 19 degrés à Tizi Ouzou, 18 Alger-Oran, 20 degrés à Tlemcen, 20 également vers Gardaïa, 17 Béchar, 18 degrés à Biskra, 21 Ilia,
Malaisie, 23 à Tindouf, 24 degrés à Dra Salah, 27 l'extrême sud et enfin 16 degrés le Hégard et le Tassili. La mer aujourd'hui se montrera plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur sud-ouest à est sur les côtes ouest et de secteur ouest sur les côtes centre, mais plutôt variable vers les régions côtières de l'est et la vitesse de vent varie entre 10 et 20 km/h. On va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique où le ciel restera partiellement voilé. À Tunis, également Niamey, Nouakchott, dégagé ailleurs mais peu nuageux vers le Caire. Le mercure affichera 19 degrés à Tunis et Tripoli, également le Caire, 31 à Khartoum, 27 Laayoune occupé, 33 degrés à Niamey et le maximum cette fois-ci à N'Djamena avec 34 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour, encore une fois. Bonjour. Merci beaucoup. C'est moi. Excellente journée à vous aussi, Merci, Amel. excellente journée. Voilà, est-ce que ça vous dirait une virée au sud? Ah oui, ça me ferait plaisir. Janet. Ah oui, j'aurais aimé visiter Janet. On visite tous les jours à travers les écrans qui nous entourent. Oui, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Mais bon, là, on va le faire avec aussi celle qui adoucit les mœurs, la musique, bien sûr. Ah oui, ça oui. Et ça relève encore la chaleur. Exactement. Tout de suite, donc, une chanson, Bladi Ezdin, c'est le groupe sahraoui de la Maison de la Culture Atman Bali qui interprète cette belle chanson. هساروا في ميدي ونساروا في ناية ما جالت بين جبال وردة فتاحة تمتى زود الزين جودة وأصالة يا متروين جرنا دمائنا ويقدمينا دفك قنائي جنت انت سكالين برهنست السغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زرايد دور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل ما اتجاه الهمة تصندس فيه الجنة جلت يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلا النخيل مطافس فالسند يلا ميتلام تنريموها تنوانتيسس دولام جنات انت سكالين رهنت الزغمانين جنات انت سكالين درهنت الزغمانين لدي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي يحفظك لينا نكلك وتننا ديسنا زنرة من الطاف سفوسية نمدا جانت ديننا انت دغن وانا الطاف سلعة مكسوطة سينجا جانتك لنا قصتي سنولا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار دفي وتداوم مستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافنتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهدي والشيخ حمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتايتي زارا هاتي فينا غدرارا
هافول صراطنت لعنيني وتيانا سوار ومسنت سنة دفة وخديوة مستن منك تسريوة ما كان اللي وصار هاني مغارة انت الياطن Très belle interprétation, Bled Izine, donc un single signé le groupe sahraoui de la Maison de la Culture à Atman Bali. On a senti un peu l'empreinte de ce chantre de la musique de Janet, donc Allah yarhamou, qui nous a quittés il y a quelques années. Donc tout de suite, sans transition aucune, j'accueille notre ami Ahmed Griga Hassan. Bonjour. Bonjour Radia, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah khair alaikum. Sabah nour. Donc on reste dans le Sahara, mais cette fois c'est le nord du Sahara, c'est pas le sud. Donc on va vers la région de Boussaada et on va essayer de présenter Cheikh Aboul Qasim al-Hafnaoui. Donc c'est le personnage du jour qu'on a choisi. À chaque fois que je reviens sur ces personnalités, donc je découvre, ça me permet de réviser, de découvrir encore. Chaque nom amène dans son sillage d'autres noms. D'autres noms, exactement. Et là, c'est un mufti. Donc on a tendance à croire que, par exemple, les gens qui ont occupé des postes pendant l'occupation française, c'était des ceci et des cela. Mais on se rend compte que non, c'était plutôt des gardiens du temple. Ils étaient là, ils étaient très consciencieux. Ils étaient très sérieux dans ce qu'ils faisaient et ils étaient conscients de l'importance de la sauvegarde de l'identité. De l'identité algérienne, l'identité musulmane également. Exactement. Donc il a vécu entre 1890 et 1940. 1850. 1850. Voilà, il est décédé en 1942. Oui. Donc voilà, il a commencé sa vie dans son petit village qui s'appelle Dis, du côté de Boussaada. Donc il a étudié chez son père qui était aussi alim, donc il a eu une bonne formation. Il a appris le Coran, il a fait ses études chez son père, donc il a appris tous les principes des sciences islamiques, mais notamment la langue, un peu de tafsir, un peu de fiqh, bien sûr, c'était le plus important. Et puis, bon, de là, il part à Tolga, la Zawiya al-Athmaniya de Tolga, il fait des études quelques années. De là, il part à une grande Zawiya sur laquelle on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'est la Zawiya de Teslent, de Cheikh Boudaoud, dans la région d'Aqbou. C'était vraiment, à un certain moment, c'était le centre de rayonnement de toute l'Algérie. Donc, c'est de là que Cheikh Aboul Qasim, Mohamed ibn al-Qasim al-Hamli a fait sa formation, et de là il est parti à créer sa zawiya qui a pris le relais donc à Al-Hamel. Qui a un peu éclipsé la première. Exactement, oui, il y a eu bien sûr. Voilà, parce que surtout elle a été un peu touchée par la révolution de 1870, donc c'est toute la Kabylie qui est un peu qui a régressé un peu en termes de formation, et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ce mouvement de translation entre une région et une autre. Donc Cheikh Aboul Qasim al-Hafnaoui a fait ses études, il a résidé 3 ans à la Zawiya de Teslent, Arbou. Là on voit sa photo, il est au milieu. Et il faut dire que, bon, c'est une photo colorée, bien sûr. Retouchée, bien sûr. Retouchée, elle a été bien faite. J'ai pris d'Internet, je remercie le gars qui l'a fait. Je ne sais pas qui c'est, parce que ce n'est pas signé. Mais il l'a très bien fait. Et on peut dire qu'il était, comme on dit, mnouar. Ça rafraîchit la photo, voilà. Ça nous permet de voir voilà, les détails de ce visage, exactement. Comme vous dites, vraiment... Et il est... éclairé et éclairant. Exactement. Je pense que le terme en arabe n'a pas d'équivalent, donc c'est mnouar. C'est mnouar, il était vraiment... Voilà. Donc de là, il part à Tolga, puis il revient chez lui, donc il commence une vie classique, donc il allait terminer sa vie comme son père, enseignant à la mosquée. Ça, c'est les livres qu'il a publiés. Donc le premier qu'on a vu, c'était Ta'rif al-Khalaf bi Rijal al-Salaf. Et là, c'est un livre qu'il a traduit avec un orientaliste français. Donc Al-Khayr al-Muntashir fi Sihhat al-Bashar. Ça, c'est un livre d'hygiène et de diététique et comment préserver ça. Il y a un autre livre qu'il a aussi traduit, c'est sur l'importance de la vaccination
Parce que, en fait, le peuple algérien a été le premier en contact avec la modernité dans ses côtés maléfiques. Donc ils ont eu ils ont reçu les affres du colonialisme. D'un autre côté, ils ont eu aussi vent, avant beaucoup de peuples, de toutes les découvertes qui se faisaient en médecine. La médecine moderne, voilà. Exactement, la médecine, le télégraphe, l'électricité. Ils ont été les premiers à avoir en face de ces nouvelles technologies, ces nouvelles techniques. Donc, ils ont dû réagir. Et là, par exemple, la vaccination, les Algériens qui étaient très suspicieux, ils n'allaient pas donner leurs enfants à un médecin français, comme on dit Gaouri, pour lui donner une injection et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va. Mais il y avait des ulama, notamment Cheikh Al-Hafnaoui, Cheikh Al-Kamer, on en a parlé la dernière fois, qui ont donné des fatwas sur la validité de la vaccination à l'époque. Donc c'était des fatwas innovatrices et ils ont bien réagi. Donc il a même publié sur ça, mais j'ai pas trouvé la page de garde du livre. Donc, il a été mufti d'Alger longtemps? Il a été depuis le décès de Cheikh Ben Nasser, Rizqi Ben Nasser en 1925, jusqu'à presque la fin des années 30, il est tombé malade, il a eu une paralysie faciale, donc il est rentré chez lui, il est décédé en 1942. Donc il a eu une vie très occupée, donc il a rencontré Cheikh Mohamed Abdou lors de sa visite à Alger en 1903, donc c'est lui qui l'a reçu, même il l'a accompagné en bateau, donc certains disent que c'était pas une rencontre aléatoire comme ça, mais d'après ce que raconte Cheikh Abdelrahman Jilani, il dit que il l'a rencontré par hasard dans le bateau, il rentrait, donc il a vu un gars qui était en tenue, il paraissait être un personnage, donc il est parti le voir, il lui a dit salam alaikum, il lui a répondu, donc il a commencé à parler avec lui, il avait des connaissances, petit à petit, il lui pose une question sur un verset du Coran particulier, lui il répond, il lui dit « Ah, vous êtes Mohamed Abdou ». Parce qu'il connaissait Mohamed Abdou d'après les publications de Cheikh Mohamed Abdou. Donc tous les intellectuels algériens lisaient ce qui venait notamment d'Égypte et de l'Assitana. C'était les journaux qui arrivaient en Algérie, c'était Oui, il y avait cet élan de renaissance, un petit peu de... Voilà, exactement, Nahda, Islah, donc ça dépend quel point de vue on se met. Oui, c'est vrai. Donc ils recevaient, ils étaient très réceptifs, donc c'était un journal qui passait d'une main à une autre pour faire le tour en attendant le prochain numéro. Donc c'est comme ça qu'il a rencontré. Ça, c'est la lettre qu'a envoyée Cheikh Abdelrahman Jilani pour présenter ses condoléances aux enfants de Cheikh Al-Hafnaoui quand il est décédé en 1942. Donc là, il parle un peu de lui, donc il exprime toute sa gratitude parce qu'il a été l'un de ses maîtres. Parce que Cheikh Al-Hafnaoui, il a travaillé au journal Al-Mubashar qu'on a vu, il a été rédacteur, il a été enseignant quelques mois à la Madrasa Ta'alibia, donc la franco-musulman. De là, il est passé à travailler en tant que traducteur dans le gouvernement. Et puis, quand le poste de Mudarris al-Jama' al-Kibira au décès de Cheikh Al-Ghazadri en 1897, donc il a pris le relais, il a été enseignant. Et de là, Cheikh Abdelrahman Jilani, un peu plus tard, il a commencé à étudier chez lui. Et puis, quand le poste de Mufti au décès de Cheikh Ben Nasser en 1925, donc il a pris lui, il ne voulait pas, il résistait. Ce qui était un peu particulier chez Cheikh Al-Hafnaoui, il est venu à Alger. Pourquoi? Parce qu'il avait terminé sa formation, mais il dit qu'il était avide de la lecture de Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. Et il voulait plus, il voulait savoir plus, et il s'est dit que ces sciences, je ne les trouverai que dans les grandes capitales, dans les grands centres urbains. Il est venu à Alger pour essayer d'apprendre l'astrolabe et d'autres sciences, notamment l'astronomie. Donc il a cherché. Les gens ici à Alger ont vu que le bonhomme avait un très bon bagage, donc ils l'ont convaincu de rester en tant qu'enseignant et non pas étudiant comme il le voulait lui. Et c'est comme ça qu'il y a eu cet échange. Il s'est marié ici à Alger. Il a fait sa vie et il était aussi très curieux. Cheikh Abdelrahman Al-Jilani raconte qu'il partait chez les revendeurs de, comment on appelle ça, des grossistes, non, les gens qui revendent les instruments, manuscrits, les manuscrits utilisés, qu'on appelle ça, comme il y avait
Des bouquinistes. Non, pas les bouquinistes, Les non. ancêtres des bouquinistes. Il achetait en fait des postes, il achetait des Oui, phonographes. oui, oui, donc, des brocanteurs. des brocanteurs, exactement. Oui. Il allait chez les brocanteurs, donc il voyait, il trouvait un instrument qui l'intéressait, il l'achetait pour quelques Pour en sous. faire un objet de Non, curiosité. non, non, pas du tout. Pour l'ouvrir et Oui. essayer de le remonter. C'est ça. Donc il était intrigué par la mécanique qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était un homme très très curieux. L'esprit scientifique, Voilà, on dira, exactement. voilà. Et il a été, Cheikh Abdelrahman Jilali a dit qu'il a été l'un des premiers Algériens à acheter le phonographe à l'époque. Oui. Donc c'était sa maison chez qui on entendait les premiers disques. Donc Voilà. c'était chez Aboul Non, Qasim al-Hnaoui. mais d'où le terme de savant. Donc, Cheikh al-Hafnaoui n'était pas seulement un érudit, il n'était pas là seulement pour l'exagèse, pour transmettre les préceptes de l'islam, mais aussi c'était un trait d'union quelque part avec ce qui se passait. En Voilà, fait, le contexte de l'époque. c'est ce on pourrait appeler dualité islam-modernité. Donc, s'il n'y a pas cette dualité chez la même personne, donc en fait, c'est un savant déphasé. Donc, c'est un mufti pour une autre époque. Alors que le mufti doit vivre son époque. S'il ne connaît pas ce qui se passe, s'il n'est pas actuellement, s'il n'est pas dans les réseaux sociaux, s'il ne connaît pas les Voilà. problèmes que trouvent les gens dans les réseaux sociaux, dans la vie actuelle. Donc, en fait, ces fatwas sont bonnes pour il y a de cela 1, 2 siècles, 3 siècles, voire. Donc, il faut Lui, il vraiment était dans l'air du temps. Lui, il était dans l'air du temps. Il a appris même le français, donc avec un des interprètes français, Arnaud. Donc, il a appris le français. Donc, il a eu quelques bribes de sciences modernes et il était très ouvert. Donc, c'est ce qui lui a permis de faire une fatwa sur le vaccin, par exemple. Oui. Sinon, il n'aurait jamais pu comprendre ce qui se passait. Donc tout Man ça ta'allama lughata qawmin, Amina Sharram. amina sharram. Et l'aura, c'est la langue de tout le monde, c'est la langue des journalistes, c'est la langue des scientifiques, c'est la langue des mathématiciens. Donc j'espère qu'on a essayé de présenter un peu Cheikh Aboul Qasim al-Hnaoui. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui restent, donc, parce qu'il a laissé beaucoup de livres, certains il les a publiés, d'autres qui sont restés sous forme manuscrite. Et donc et voilà, Cheikh Aboul Qasim al-Hnaoui. Oui. Et merci beaucoup Ahmed Grigui Hassan de participer à ce travail justement de prospection dans la mémoire vraiment de nos savants les plus illustres, ceux qui ont rayonné aussi sur la culture algérienne, la culture islamique dans notre pays et puis aussi dans la région. Merci infiniment. Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamou. Donc aujourd'hui, il était question d'Abou Qasim al-Hafnaoui, ancien mufti d'Alger qui a vécu entre 1850 et 1942. Merci pour cet Merci éclairage. à vous, bonne journée. Merci infiniment à vous également. Donc, dans un petit moment, nous parlons encore de culture, mais autrement, avec une autre invitée, la directrice du Centre culturel italien. C'est pour tout de suite après ceci.
Et voilà, je vous l'avais annoncé juste à l'instant, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Antonia Grande, qui est directrice de l'Institut culturel italien. Bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Bonjour, merci. Bon. C'est bien de rappeler l'existence de cette institution qui elle, met en relief toute cette amitié algéro-italienne qui a eu toute sa pérennité dans tous les domaines, mais particulièrement le domaine culturel. Oui. Oui. Donc voilà. Vous êtes à la direction donc de cet institut culturel italien depuis combien d'années, Madame Antonia? Je suis arrivée en Algérie en janvier 2020, donc juste avant la pandémie. Juste avant la pandémie. Alors justement, vous avez cité le mot-clé, pandémie a eu son impact sur la vie culturelle à travers le monde. Qu'en est-il un petit peu du fonctionnement de l'Institut pendant cette période, ces 2 années vécues spécialement, je dirais, par le monde entier? Oui, c'était bien sûr, disons, la pandémie a bousculé un peu tout le monde, hein, non seulement l'Algérie, mais nous, on a essayé de réagir de façon à répondre toujours aux demandes de notre public. Hein. Oui. Parce que, comme vous l'avez dit, le public algérien nous aime, nous suit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand le confinement a commencé, on a tout de suite essayé d'organiser, par exemple, les cours de langue italienne en ligne. Oui. Ça n'a pas été facile parce que bon, les réseaux Internet, les gens n'avaient pas l'habitude à suivre les activités en ligne, mais quand même, on a continué pour ne pas arrêter les activités culturelles. Oui, comme on dit, à chaque chose malheur est bon, et la pandémie vous a permis, en fait, quelque part, d'élargir le panel des étudiantins qui prend part justement à ces cours d'italien. Justement, en fait, grâce à ces défis, nous, on a pu répondre, par exemple, aux demandes d'enseignement de la langue italienne dans d'autres villes que de l'Algérie, parce qu'il y a, bon, tous les étudiants nous suivent, donc ils demandent des cours à Annaba, à Oran, et malheureusement, on n'a pas d'institut culturel dans d'autres villes qu'Alger. Et voilà, avec les cours en ligne, on a pu donner des cours aussi aux étudiants de Annaba, de Constantine, de Oran. Et depuis la réouverture donc en présentiel, les cours ont repris. Donc j'imagine que voilà, vous avez un petit peu maintenu cette cadence, cette formule hybride vous a plu au fond, non? Oui, la formule hybride, comme on l'appelle, nous a plu parce que en fait, ça nous permet de répondre aux demandes des étudiants qui n'habitent pas à Alger. Et voilà, donc on a continué. Donc, c'est-à-dire maintenant, on a les cours en présentiel au sein de l'Institut, mais aussi les cours en ligne. Oui. Avant peut-être de parler davantage de l'Institut et des autres événements culturels phares de cette institution, je vous propose ainsi qu'aux téléspectateurs d'aller un petit peu visiter ce centre culturel italien. C'est grâce au reportage réalisé par Mariam Moussaïd que nous allons faire tout de suite. L'apprentissage des langues a de multiples avantages. L'Institut culturel italien d'Alger offre différents cycles d'apprentissage de la langue italienne. Les étudiants s'imprègnent d'éléments culturels italiens associés à la langue pendant les cours, mais aussi au fil de leur expérience d'immersion. L'Institut culturel italien possède une magnifique bibliothèque aux activités polyvalentes. Elle est dotée de plusieurs salles de classe et des supports d'enseignement des plus modernes. Beaucoup de volontés, ils sont très motivés, ils viennent, ils veulent apprendre la langue italienne, découvrir la culture italienne. Ils trouvent ici une qualité d'enseignement excellente. Ils ont un encadrement excellent. Ils apprennent très vite. Nous adoptons des méthodes d'enseignement très actuelles, très modernes. Ils apprennent à parler dans toutes les situations, donc avec des méthodes communicatives très actuelles.
La bibliothèque de l'Institut culturel italien, c'est un espace polyvalent dans lequel on a non seulement l'activité de recherche qui peut se faire dans les différents champs, tels que la littérature, la philosophie, la poésie, l'architecture, le design, la philosophie, l'archéologie, la géographie, etc. Mais aussi, il y a d'autres activités qui se déroulent sur place, comme par exemple, on a dans la bibliothèque la partie cuisine qui est en face de vous. C'est la partie, c'est là où de temps en temps on a des événements qui présentent l'art culinaire italien à travers les différentes régions de l'Italie. Il y a aussi les autres activités telles que on a une grande salle là où on peut faire des projections de films italiens. Il y a aussi des conférences qui peuvent porter sur la présentation des différents ouvrages dans le champ de littérature qui sont écrits par des Italiens. Il y a des conférences qui ont été faites aussi ici au niveau de la bibliothèque qui portent sur la recherche scientifique. C'est une langue qui m'a toujours passionnée, une culture qui m'a toujours passionnée. Donc c'était un rêve pour moi d'apprendre à parler italien. Alors je me suis dit, je me lance et je commence à faire mes cours à l'Institut. Pour ma part, ça fait depuis 2018 que j'étudie l'italien ici. Alors au début, c'était pas déjà pour apprendre une autre langue et tout. Après, et ensuite parce que l'italien c'est une très très belle langue. Donc quand j'ai cherché pour les moyens d'apprendre et tout, j'ai appris qu'il y avait cet institut en collaboration avec l'ambassade d'Italie. Donc je pense, j'ai trouvé que c'était l'excellente opportunité pour commencer à l'apprendre. Madame Antonia Grande, donc nous avons visité un petit peu cet institut culturel italien à l'instant grâce à ce reportage de notre collègue Maria Moussaïd. Donc ça vous permet aussi de revenir sur les événements phares de cette année. Bien sûr, le 5 décembre dernier, d'abord il y a eu ces portes ouvertes à l'effet de présenter l'institut à ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui. Et justement, on a organisé cette journée porte ouverte pour présenter l'Institut et répondre à toutes les questions de notre public, aussi les gens qui ne connaissent pas. Alors, toute l'équipe de l'Institut était mobilisée pour être là présent et répondre à toutes les questions. C'est-à-dire non seulement, principalement sur sur les cours d'italien qui en fait vont commencer en janvier. Et ça, c'est les mois des inscriptions. Donc, on a expliqué les différents niveaux. Nous, comme notre professeur Lamine a dit, on essaye de proposer des cours de haute qualité dans les cadres de formation européens. Donc, on propose tous les niveaux et aussi on propose des cours spécialisés sur la conversation, sur la littérature ou les langages juridiques et pour des préparations au bac, etc. Et donc, à part cela, et on a aussi donné des informations sur, par exemple, les bourses d'études en Italie, les activités culturelles et les services de bibliothèque, les prochains événements, etc. Donc, c'était vraiment une très belle occasion pour ouvrir les portes de l'Institut à notre public, notamment aux étudiants. Oui, cette année écoulée a été marquée aussi par une visite très importante, celle du président italien qui est venu en Algérie justement pour vraiment, rafraîchir un petit peu les dossiers de cette coopération algéro-italienne sur plusieurs plans. Mais surtout, il y a eu aussi cette contribution dans le domaine culturel.
Oui, pour moi, ça a été vraiment un très grand honneur, une occasion unique dans ma vie professionnelle d'être là pour travailler à la préparation de la visite d'État de notre président de la République en Algérie, Sergio Mattarella. Et il a été vraiment une occasion, un moment historique, vu que la précédente visite s'est déroulée en 2003. Avec le président Ciampi, donc c'était vraiment un moment historique. En plus, notre président, c'était les premiers présidents européens qui a visité l'Algérie depuis l'élection de votre président. Donc vraiment pour nous et pour le développement des relations bilatérales, c'était vraiment un moment très 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 important. Et on était tous aussi touchés par l'accueil, le grand accueil qui toutes les institutions algériennes ont donné à notre président. Donc, il y a eu des fruits pour cette visite. Il y a eu beaucoup de... Bon, il y a eu la visite d'État a touché tous les domaines, du domaine politique au domaine économique, au domaine culturel. Donc, et moi, ça m'a fait vraiment très très plaisir de travailler sur mon domaine, celui de culturel et éducation. Et en fait, pendant la visite, on a vraiment pu signer des accords bilatéraux dans le domaine de la restauration, notamment, c'est ça? Oui, on a signé en présentiel. Il y avait les deux directeurs de l'Institut italien de la restauration. Il y avait la directrice, Madame Alessandra Marino, et aussi les directeurs de l'École nationale supérieure de restauration et conservation des biens culturels de Tipaza, le docteur professeur Hamza. Donc les deux ont signé dans le cadre de la visite d'État, et pour nous c'était très important, pour nous et aussi, je crois que pour vous aussi, les Algériens, c'était vraiment un moment très important pour relancer la coopération dans le domaine de la restauration, parce qu'il y a déjà eu, dans les années précédentes, il y a eu déjà une très bonne collaboration entre les deux institutions. Il y a eu des étudiants, des chercheurs qui sont venus en Italie pour se former au sein de l'Institut de la restauration à Rome. Et donc, on espère que maintenant, la signature de cet accord historique va relancer et booster notre coopération dans le domaine de la restauration. Absolument, autant que le cinéma donc, qui est italien, qui était à l'honneur cette année, donc, surtout avec le cycle Fellini. Donc, il faut dire que c'est un cinéma méditerranéen qui a toujours séduit l'Algérie, les Algériens et les cinéphiles en particulier. Ouais. Donc, vous étiez très présents à l'occasion de différentes projections. Mais on va s'attarder aussi sur une belle rencontre qui est un peu plus récente, celle avec la jeune auteure Mariam Gamache, qui, elle, s'est intéressée justement, qui parle dans son œuvre d'Erwin de Tipaza, qui raconte un peu la beauté de son pays, mais aussi d'une région italienne assez particulière. Oui. La Sicile. Oui, c'était un autre moment très spécial, très intéressant, et on a eu beaucoup de public justement dans la bibliothèque. On a accueilli un public plutôt féminin d'ailleurs, et ça me fait vraiment plaisir de collaborer avec la maison d'édition Casbah et avec Madame Mariam Gamache, qui est une de vos collègues. C'est qui est journaliste également, oui, donc, qui m'a présenté ses romans, qui s'appelle Zelda, et moi tout de suite j'étais enthousiaste parce qu'en fait c'est un roman qui se déroule en partie en Italie, en Sicile. En fait, si on peut le dire, dans le récit, la protagoniste algérienne tombe amoureuse d'un Italien. Voilà. Pendant un voyage de travail à Palerme, elle tombe amoureuse d'un Italien. Et donc, c'est l'occasion, quand on lit les livres, on comprend que l'autrice a vraiment voyagé, parce qu'elle décrit avec beaucoup de détails les beautés architectoniques, aussi, oui, les éléments architectoniques de Palerme. Et c'est pour cela donc on a présenté les romans, et aussi j'ai invité un compatriote italien qui était ici à Alger et qui s'occupe de tourisme en Sicile, et donc il a présenté d'un côté un peu touristique toutes les beautés de la Sicile. Et justement, en citant vos compatriotes, l'Algérie aussi a
quand même offert un hommage, hommage de l'Algérie à l'ami de la révolution algérienne, Enrico Mattei. Donc, par la médaille des Amis de la Révolution algérienne. Il y a eu aussi une autre médaille de mérite décernée cette fois-ci de la part toujours de l'Algérie aux Amis de la Révolution algérienne, à 2 journalistes italiens, Bernardo Valli et Piero Angela, n'est-ce pas? Donc ça, c'est côté algérien, dans cet esprit justement de coopération et aussi de relations bilatérales. Donc là, on voit une image. On va peut-être s'arrêter sur cette image. Ouais. Et oui, moi, c'était aussi un autre moment très important. L'ambassadeur d'Italie et son Excellence Giovanni Pugliese et moi aussi, j'ai eu l'honneur d'être invitée lors de la conférence qui a été organisée par votre ministère des Moudjahidines à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de Messie Enrico Mattei, comme vous l'avez dit. Donc, il est considéré un ami de l'Algérie, un ami de la révolution algérienne. Et vraiment, pour moi, c'était un moment très, très important, très touchant. J'ai eu cet honneur aussi de parler d'Enrico Mattei lors de cette conférence qui s'est déroulée le 27 octobre, parce que c'est la date de l'anniversaire. Et donc, on a pu célébrer pour nous, c'est une personne, pour nous et pour l'Algérie. Enrico Mattei représente vraiment un personnage très très important qui a été aussi important pour le développement de l'Italie après la Deuxième Guerre mondiale. Et après, c'était un personnage très très important aussi pour vous parce que vraiment il a tout de suite compris que l'Algérie devait devenir un pays indépendant, libre, et il a beaucoup aidé les autorités. L'amitié algéro-italienne, voilà, c'était un des initiateurs de cette amitié. Oui, et moi ça me fait vraiment très plaisir de voir que à tous les niveaux, les Algériens, même les plus jeunes, ils rappellent ces moments historiques de la coopération de Enrico Mattei avec l'Algérie. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, lors de ces moments de réflexion et d'échange avec justement vos partenaires algériens, il y a eu aussi réflexion sur un projet qui va être concrétisé dès demain, n'est-ce pas? La Cinémathèque accueillera donc un film italien dès demain. Ou ce n'est pas attendez, peut-être que je me trompe de salle de projection. Donc, un film sur l'économie durable réalisé par une jeune équipe italienne sera, Alors, oui, justement, aujourd'hui, on va clôturer notre programme culturel de cette année. En fait, aujourd'hui, au sein de l'Institut culturel que vous avez vu sur l'image. J'ai dit demain, c'est pour ça que vous avez un petit peu un temps d'arrêt. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, 22, mercredi, décembre. C'est ça. C'est aujourd'hui, donc dans la salle de projection de l'Institut culturel italien d'Alger. On va présenter ces films qui s'appellent Trash. C'est un titre anglais qui signifie déchets, mais c'est un film complètement italien qui a été réalisé par une jeune équipe de cinéastes et artistes digitales. C'est un film animation, mais c'est non seulement pour les jeunes publics, c'est aussi pour les adultes parce que le thème c'est très important, c'est le thème sur thème économie durable, recyclage des déchets, etc. Donc c'est un thème à mon avis universel qui peut intéresser tout le monde. Donc j'invite tous les amis algériens à participer à cette projection qui va se dérouler aujourd'hui au sein de l'Institut culturel à 16h. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Madame Antonia Grandi. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut culturel italien. Merci pour cet éclairage autour de cette institution amie de l'Algérie, donc qui présente un programme culturel et des moments d'échange très intéressants. Voilà. Merci. On va continuer aussi pour l'année prochaine parce qu'on sera invité d'honneur au Salon international de livre d'Alger. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc, excellent. On va inviter beaucoup d'écrivains et maisons d'édition. Excellent. Merci infiniment pour votre présence dans l'émission ce matin. Donc on vous souhaite bon vent et de très bonnes fêtes de fin d'année.
À Voilà. vous aussi, à vous aussi. Merci. Bonne et heureuse année parce qu'on ne se reverra probablement pas avant l'année prochaine. Ouais. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent également ce matin. Dans un moment, nous avions promis en début d'émission une découverte ou redécouverte pour certains. On va recevoir le talentueux artiste Mohamed Azzouk dans un instant. Après ce reportage signé Leila Benaïcha plutôt, Leila Benaïcha qui nous emmène à Tipaza, Mazafran en particulier, pour découvrir une exposition collective qui a eu lieu entre le 17 et le 18 du mois et qui a regroupé une pléiade d'artisans. C'est pour tout de suite. Durant 2 jours, l'hôtel Mazafran a réuni ses artistes, artisans et collectionneurs pour animer cette expo-vente qui vise à promouvoir la culture, le patrimoine et le tourisme algérien. Une partie des revenus de ces ventes sera versée au profit des enfants autistes, trisomiques et ceux atteints de la maladie cœliaque. Nous sommes l'organisation du tourisme et du patrimoine et de l'artisanat traditionnel. Je tiens à remercier aussi les artisans qui ont répondu à notre appel dans le but de promouvoir l'artisanat traditionnel, aussi le tourisme. De cette exposition, on constate un fait main en vedette, donnant des œuvres d'art et d'artisanat réalisées par des doigts qui n'hésitent pas à apporter une touche de modernité pour répondre aux exigences du client et aux tendances actuelles. Je suis une artisane, je fais le crochet, le gros fil. Je suis spécialisée dans les sacs. L'objectif de l'événement étant la promotion et la vente des produits artisanaux, culturels et touristiques algériens. Il n'en est pas moins pour celui de Karim, collectionneur d'objets anciens, témoin d'un passé racontant en partie notre quotidien. Je suis brocanteur, je fais de la brocante, je fais tout ce qui est objets anciens. Parmi il y a la poterie, du cuivre, des tourne-disques, un peu de tout pour permettre aux gens de découvrir notre patrimoine. Mon attente, c'est d'aller le plus loin possible, de faire découvrir à notre communauté algérienne, même qui se trouve en Europe, à l'étranger, de découvrir la culture, notre diversité de la culture. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Je suis artisane dans le domaine de la décoration des chambres d'enfants. Je participe à cet événement qui est consacré aux enfants autistes. Et d'ailleurs, ça va avec le thème. Mes œuvres, en général, sont faites en feutrine. C'est du fait main. J'ai des jouets mobiles. En fait c'est un nouveau concept. C'est pas très connu encore en Algérie. C'est des jouets mobiles en feutrine qu'on suspend sur les murs, sur les berceaux, les portes. Une telle rencontre entre artisans et artistes est une occasion en or pour tisser des liens, s'enrichir de nouvelles expériences afin de pouvoir évoluer. Les artisans, on leur permet de faire des échanges de leur travail entre les artisans et surtout, c'est promouvoir l'artisanat en Algérie. Je fais les portraits, l'abstrait, avec crayon, couleur et aquarelle. Je me projette pour faire des tableaux en peinture, Inch'Allah. Je suis très contente aujourd'hui. J'ai fait des contacts vraiment superbes avec des gens qui sont vraiment magnifiques, des artisans, des artistes. De par ses paysages magnifiques, l'Algérie riche par sa culture et son artisanat pourrait être une destination touristique par excellence. Et
Et tout de suite, nous sommes ravis de recevoir le plasticien, je dirais donc sculpteur, artiste peintre, designer, également céramiste, plusieurs cordes à son arc, Mohamed Azouk, qui est présent avec nous ce matin. Bienvenue. Sabah khair. Sabah Nour. Ça va? Merci de m'avoir invité. Oui, vous vous êtes éclipsé un petit peu des médias, Mohamed Azouk, pendant des années. Hein? Oui, bien sûr. C'était peut-être une opportunité pour réfléchir? Exactement. C'est aussi à la période de la pandémie qui a été déterminante. Qui vous a permis peut-être de réfléchir à de nouveaux projets comme certains artistes. Absolument. Ce fut le cas? Absolument. C'est une période qui est pleine de surprises et c'est-à-dire on est passé vers une autre ère. Oui, absolument. Ça marque... Voilà. Oui, ça marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, Mohamed Azouk. Et c'est vrai que vous êtes un fin observateur des mutations de ce monde, hein, pas seulement de votre pays, mais de ce qui se passe un petit peu et qui réunit un peu l'humanité à travers les différentes parties de cette planète. Je pense que c'est le rôle de chaque artiste de sentir, de ressentir l'aspect psychologique, sociologique de la société dans laquelle on vit et puis dans le monde. On est influencé aussi par plein de paramètres. Et c'était l'occasion de présenter un travail qui est en harmonie avec, c'est-à-dire avec ce qu'on est en train de vivre. Absolument. Vous réagissez à différentes situations de ce monde, ce qui vous a valu d'ailleurs des consécrations multiples. Vous étiez meilleur artiste étranger au concours international d'art plastique de Nice, en France, il y a quelques années, médaille d'argent du Art Council Japon en 2014, prix Aigle de Nice international à Saint-Laurent-du-Var, toujours dans le cadre d'une exposition franco-japonaise, et puis prix d'honneur international Zervas Art Club UNESCO au 5e Salon d'Art de Paris. Et il y en a eu des consécrations qui ont été marquantes, décisives dans votre élan pictural, mais aussi encourageant dans la mesure où votre message a été bien perçu ailleurs. C'est peut-être ça la plus grande satisfaction. Voilà, bien sûr, c'est par rapport à ça qu'on évolue aussi. C'est-à-dire les consécrations, elles sont belles, mais après un travail de continuité, un travail c'est-à-dire c'est un acheminement. Oui. Voilà. Donc ce que moi je veux dire par là, c'est que ici en Algérie, c'est-à-dire on n'est pas prophète dans son pays. Donc c'est ça le problème. Moi je pense que c'est un problème d'éducation. C'est le problème central. Il faut vraiment sensibiliser les gens et les diriger vers l'art. Parce que c'est un outil de persuasion, c'est un outil de communication, de dialogue social, psychologique, sociologique, philosophique, idéologique, religieux aussi. Donc c'est ça, c'était la principale volonté, si je puis absolument. Donc on a, par exemple, là on voit Faith in Fusion, donc c'est une des expositions de Mohamed Azouk. On peut peut-être marquer un petit arrêt et en parler 2 minutes? Bien sûr. Là c'est une installation qui évoque le côté pas symbolique, mais un peu... Bon, il y a une forme de symbolisme, mais aussi de existentialisme aussi. Parce que moi j'ai utilisé... C'est très récent comme travail. Oui, ça c'est un travail de quelques mois. Oui. Ça c'est par rapport aussi à la période de la pandémie. Et Faith Infusion, c'est perfusion de foi, c'est une installation moi j'utilise plusieurs matériaux. C'est-à-dire il faut que la thématique, elle soit en harmonie avec le matériau. Voilà.
C'était ça la nouveauté dans ce concept. Si vous êtes parmi nous ce matin, Mohamed Azouk, c'est aussi à l'occasion de cette exposition très attendue par le public qui vous connaît. Donc ce sera au niveau de Dar Abdellatif, donc ce temple culturel qui rayonne un peu sur les hauteurs d'Alger. Et voilà, j'imagine les frissons quand on y accède, parce que des pointures de l'art sont passées par là. Il y a de très beaux ateliers, très ensoleillés. C'est vraiment un temple de l'art et des arts plastiques, aussi. Un espace historique, tout à fait. Donc vous y exposerez à partir de demain. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure d'installation. Il n'y aura pas que justement des peintures, il y aura aussi une partie consacrée à l'installation dans votre œuvre. C'est des installations. Il y a une deuxième, il y a 3 installations en fait. C'est-à-dire la thématique de l'exposition. C'est repentance. Et moi, justement, pourquoi repentance? Voilà, pourquoi repentance? Voilà, c'est une installation, c'est-à-dire moi je me suis inspiré en fait du film de David Fincher, Seven, avec Brad Pitt et Morgan Freeman, qui évoque les 7 péchés capitaux. Et là, on est entré dans une forme de mysticité, de transcendance. C'est-à-dire on essaie de se poser des questions et essayer de trouver des réponses. Et moi, mon travail, il consiste à essayer de répondre aux questions que tout le monde se pose. Voilà. Oui, l'image, c'est vrai, souvent fiche toute l'évidence. Elle est le reflet d'une réalité que parfois on aime cacher, on aime taire. Voilà. Et votre travail révèle justement toute la condition humaine dans son excellence, avec et aussi ce travail graphique qui est un support puissant, une expression assez particulière qui est faite justement qui est un mélange justement de graphisme et aussi de représentation assez réaliste. Exactement. Et ça donne une image, on dirait même expressive et expressionniste. Voilà. Beaucoup plus contemporaine. Très contemporain, votre travail. Contemporaine parce que c'est aussi par rapport à la thématique actuelle, c'est l'actualité. Et c'est aussi par rapport aux matériaux. Oui. Parce que j'utilise le vêtement, il paraît un vêtement, mais c'est un vêtement qui est mélangé avec du ciment et de la résine. Oui. Donc là, on vous voit en plein travail dans votre atelier. Voilà. Et c'est-à-dire l'installation repentance, c'est-à-dire j'ai utilisé 2 matériaux, qui est le ciment et la résine. D'accord. C'est-à-dire pourquoi j'ai utilisé le ciment et la résine? Pour figer le moment, la séquence. Très bien. C'est la fixer et la figer dans le temps et dans l'espace. À l'instar de l'œuvre qu'on vient de voir à l'image, où vous avez figé tout en veillant à cette discrétion du regard vis-à-vis d'un SDF, vis-à-vis aussi de ces jeunes qui bravent la mort et qui travaillent, des anonymes qui meurent en pleine mer. Vous les avez souvent dépeints dans vos toiles et ça a marqué les esprits en Europe notamment. Bien sûr, c'est aussi la thématique, c'est aussi l'actualité. C'est-à-dire, on essaie de nous inspirer, on s'inspire de tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Et tout le travail, c'est-à-dire, il est en compatibilité, il est en connexion. C'est-à-dire, il n'y a pas une œuvre qui n'est pas connectée avec une autre. Oui. Donc c'est ça l'aspect principal déjà de l'exposition. Voilà. Mohamed Azouk, j'ai envie de rappeler que vous êtes aussi sculpteur, parce que vous avez à votre actif des sculptures remarquables, des trophées. Celle qui a marqué les esprits, c'est celle de l'Amir Abdelkader, entre autres, parce que vous avez participé à un colloque des plus importants consacré à cette personnalité vraiment qui a œuvré pour l'humanitaire et aussi la reconnaissance justement de l'humain dans la dimension universelle. Et donc vous avez participé à plusieurs événements liés à l'Amir Abdelkader. Enfin, le personnage était très intéressant parce qu'on connaît une facette, ou bien une face de l'Amir Abdelkader, fondateur de l'État algérien moderne. Absolument. Mais on ne connaît pas son côté artiste. Oui. Son côté artistique, parce que lui... Il était poète déjà. Il était poète, il était photographe. Il n'était pas photographe, mais il aimait la photographie. Voilà, donc c'est ce qui m'avait intéressé sur ce... Après, j'ai fait un travail de recherche,
Et la sculpture que j'ai réalisée c'est pas une reproduction. Oui. Donc c'est une création. Voilà. Voilà, c'est votre interprétation de cette personnalité, de son envergure, de la qualité humaine et profonde. En fait, vous êtes un artiste qu'on peut qualifier de très profond dans la mesure où vous êtes le reflet de la condition humaine, je le disais tout à l'heure. Vous êtes très observateur et votre perception du monde intéresse ici et ailleurs. Donc demain, Repentance, pourquoi? Repentance parce que c'est un travail c'est l'expiation des péchés et d'essayer de penser à ce qui vient de se passer et faire un travail psychanalytique, d'introspection, un travail personnel. Ça, je précise bien que c'est un travail personnel. Oui. Chaque personne doit faire un travail sur lui-même. Il doit s'autocritiquer, c'est par rapport à l'autocritique qu'on évolue. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, l'exposition comprend donc des œuvres, justement, des œuvres picturales, hein, voilà, des œuvres picturales, des peintures, de la photographie, des installations, et les installations, oui, sonores également. Oui. Parce que c'était intéressant d'introduire le son parce que il faut que, c'est-à-dire pour donner aussi une forme de valorisation. Bon, l'œuvre, elle est déjà valorisée, mais quand on ajoute du son, c'est-à-dire ça donne un aspect vraiment... On accentue peut-être un aspect ou un détail. On attire aussi le spectateur, parce que c'était ça l'objectif. C'est d'attirer, parce que l'art contemporain, les gens ne connaissent pas bien l'art contemporain. Pas toujours, oui, effectivement. Les gens ont tendance à connaître un peu le figuratif, l'expressionnisme, l'impressionnisme, mais il y a plein de courants artistiques et les gens ne connaissent pas bien l'art contemporain. Et moi, je voulais introduire l'art contemporain, essayer de le connaître un peu ici en Algérie et un peu partout. L'art contemporain dans toutes ses dimensions, je dirais, dans toutes ses expressions, ce sera dans cette exposition Repentance, donc qui sera abritée par Dar Abdelatif à partir de demain, et dans laquelle justement c'est un petit peu la synthèse de toute une expérience, un vécu actuel. Exactement. Oui. Et ce qui m'avait intéressé aussi, c'est-à-dire par rapport à l'espace, c'était beaucoup plus la dualité entre l'espace ancien, traditionnel, et le travail contemporain. Oui. C'était ça, la dualité, mais en fait, il y a une convergence. C'est-à-dire, il y a une compatibilité, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Voilà. Donc c'était ça ce qui était... Compatibilité ou complémentarité peut-être. Compatibilité, complémentarité parce aussi. Que, voilà, ce témoin vivant. Voilà, d'un point de vue peut-être un peu spirituel. Voilà, l'esprit de tous les artistes qui sont passés par là, peut-être, va permettre cette communion, cette continuité, voilà, dans l'art et dans l'expression artistique. Ce sera donc dans ces murs très anciens. Mais c'est vrai que ces murs très anciens, témoins d'un temps passé, seront aussi le témoin de notre temps. Absolument. Exactement. Effectivement. Exactement, parce qu'ils absorbent. Tout comme votre travail, Mohamed Azouk, qui témoignera de cette époque ô combien particulière que nous vivons, et une époque tumultueuse, parce que c'est vrai que je me suis posé la question, y a-t-il une note d'optimisme dans un travail qu'on verra dans cette exposition? Mais bien sûr, parce que déjà, le monde va mal, là, selon vous. Surprise. Là, c'est une surprise dans l'exposition. Et je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il y a aussi une note d'optimisme et c'est aussi aux spectateurs de découvrir cette surprise. Voilà. Et ben voilà, on attendra les surprises avec vous, Mohamed Azouk, dans cette exposition intitulée donc Repentance. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc si vous voulez découvrir cette empreinte de l'art algérien, je ne sais plus parler, bon voilà. Donc l'artiste sera présent donc autant que ses œuvres dans cet espace temple culturel qu'on appelle Dar Abdelatif à partir de demain 15h pour le vernissage. Donc j'espère que vous serez nombreux. Merci encore une fois et bon vent pour la suite. On attendra vos prochains travaux avec impatience. Merci à ceux qui sont avec nous. Donc la sensibilisation sur les dangers vraiment qui planent autour des installations électriques, des installations de gaz planent toujours, d'où l'intérêt de lancer des campagnes. Des campagnes régulières sont lancées par Sonel
Sonelgaz en l'occurrence. Et bien sûr, actuellement, donc, les enfants sont en vacances, les familles ont le temps justement de s'offrir quelques événements. Donc parmi ces événements, ces portes ouvertes nationales donc proposées par Sonelgaz, et la représentante de cette institution va me rejoindre dans quelques minutes. Voilà, notre invité vient de me tendre justement entre les mains plusieurs voilà, flyers, des documents justement qui font justement toute la force de l'effort de sensibilisation actuel et des campagnes lancées par Sonelgaz en l'occurrence. Et justement, bienvenue à Fatma Zahra Merzougui, responsable de la cellule, plutôt représentante de la cellule de communication pour Sonelgaz. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour nous, tout le plaisir. Merci pour tous ces petits cadeaux en fait qui vont être distribués, n'est-ce pas, à l'échelle nationale au cours de cette période de vacances que vous avez essayé un petit peu de mettre au profit de la sensibilisation de Sonelgaz. Exactement. Donc, permettez-moi juste de dire que je représente la cellule de communication de la Société algérienne de distribution d'électricité et du gaz SADEC, qui est une filiale de Sonelgaz. Donc, pour la campagne de sensibilisation qui a été lancée le mois de novembre dernier, le 1er novembre, donc ça avait accompagné la distribution de plusieurs logements à l'échelle nationale. On a accompagné cette opération par un lancement officiel de la campagne de sensibilisation que nous menons chaque année avec différents partenaires. Absolument. Voilà, et pour cette année, donc, nous avons également profité des vacances scolaires qui ont été avancées d'une semaine pratiquement et qui vont s'étaler jusqu'à la fin de l'année pour organiser une caravane de sensibilisation, une caravane nationale de sensibilisation qui vient justement en application des orientations des hautes instances de l'État portant orientation pour réduire au maximum les cas d'intoxication, notamment au monoxyde de carbone, au gaz brûlé en général. Qui continue de sévir. Oui. Voilà, absolument. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a organisé cette caravane nationale qui a démarré déjà à partir du 15 décembre dernier, qui devrait donc continuer jusqu'à la première semaine du mois de janvier. Par quel aspect se concrétise-t-elle sur le terrain là? Alors sur le terrain, le lancement il a été donné à partir de 4 wilayas du pays, Constantine, Alger, Oran et Blida, et devrait sillonner quasiment toute la totalité des wilayas.
Donc, au niveau du centre, on a commencé par Blida, on est parti directement sur Ain Salah. Et là, on a déjà fait Gherdaya ou Bourgla. Aujourd'hui, on est à Aloued. Et demain, Inch'Allah, on sera à Biskra. Au niveau de l'Est, donc, on a fait Constantine, Mila, Tébessa et Sogaras. Demain, on sera à Galma. Et du côté de l'Ouest également, on a fait l'extrême sud, donc avec Béchar, Naama. Et aujourd'hui, donc, on est sur le Bayed, qui est une région très froide durant l'hiver. Donc, et puis, le lancement de cette caravane, il s'est fait par le biais de portes ouvertes qui ont été organisées. Et on a étalé, en fait, on a élargi la thématique, comme c'est nous qui organisons, donc on a élargi la thématique à l'utilisation rationnelle également de l'énergie. Donc deux aspects, deux axes. On va maintenant parler avec des exemples. Plus concrètement, donc cette campagne répond à des questions, j'imagine, de responsabilité. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des accidents liés au monoxyde de carbone, mais il y a d'autres aussi dangers qui planent, ou aussi, il y a aussi, Sonelgaz, ce n'est pas seulement un danger, un facteur de danger, c'est aussi un facteur d'accompagnement du citoyen et qui offre aussi des capacités d'éclairage, des capacités de chauffage, des capacités aussi d'utilisation du gaz qui sont à la portée du citoyen. Absolument. Donc pour la SADEG, aujourd'hui jusqu'à fin 2020, on était à plus de 6 200 000 foyers alimentés en gaz. Donc à travers pratiquement 130 000 kilomètres de réseaux de distribution gaz, l'un parmi les réseaux de distribution les plus grands au niveau mondial. Donc également ce réseau, il est entretenu de façon régulière. Annuellement, donc c'est 130 000 kilomètres sont visités, entretenus. C'est des visites systématiques du réseau de distribution pour détecter toute fuite éventuelle sur le réseau. Il y a un programme propre qui a été lancé depuis des années et qui vise en fait le remplacement du réseau de distribution, tout ce qui est en cuivre et en fonte, donc la reprise en polyéthylène qui est moins sujet aux corrosions, donc avec moins de risques de fuite, surtout que c'est un réseau qui est souterrain, donc c'est un réseau enclavé. C'est tout un travail. Voilà, c'est tout un travail que nous faisons justement pour assurer la sécurisation de nos réseaux de distribution jusqu'à en arriver jusqu'au branchement du client. Là aussi, avant le compteur, nous faisons de l'entretien annuel. Donc les branchements sont visités annuellement par les agents de nos districts, donc les districts de la SADEG au niveau national. Après, il y a l'autre côté, donc au niveau de l'installation intérieure du client. Là aussi, nous intervenons une fois avant la mise en service. Donc après que le client ait réalisé son installation intérieure, il doit nous fournir une attestation de conformité de cette installation qui doit être fournie par un professionnel, donc par un professionnel agréé, reconnu. Et là, l'un des services que nous offrons à notre clientèle, c'est que nous mettons à leur disposition la liste des entreprises préqualifiées à notre niveau pour qu'ils puissent leur faire appel pour la réalisation de leurs installations intérieures. Donc une fois qu'ils nous remettent l'attestation ou bien le certificat de conformité de son installation, là aussi il y a un travail de vérification. Absolument. Même si notre travail, c'est-à-dire notre cahier de charge, le décret exécutif qui régit notre relation avec notre clientèle limite notre responsabilité au compteur, mais là par rapport au gaz, donc le distributeur il est obligé de faire une visite avant la mise en service. Donc cette visite constitue en réalité à vérifier deux points importants. Le premier, c'est celui de l'étanchéité de l'installation intérieure pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz à l'intérieur du domicile, et puis également la vérification des bouches d'aération, bouches et grilles d'aération, les conduites d'évacuation des gaz brûlés si elles existent. Donc tout ça est vérifié avant la mise en gaz.
C'est ce qui devrait, mais parfois c'est vrai qu'il n'y a pas respect de la part du citoyen, c'est-à-dire le respect de toutes ces mesures qui ont été lancées par... voilà. Écoutez, jusque-là... On fait entorse à toute... Écoutez, jusqu'à la mise en service, le citoyen, ou bien le client, on va parler de client, il lui est fait obligation de respecter ce processus. Mais c'est après la mise en gaz que des changements interviennent dans le domicile. Oui, on modifie voilà, des modifications, des aménagements. Voilà, loin du respect justement des normes exigées absolument. par Sonelgaz. Surtout avec, donc nous rencontrons beaucoup de problèmes avec les cuisines aménagées, les cuisines modernes où on a tendance à encastrer toute la tuyauterie. Et là, c'est vraiment dangereux. Parce que... Oui, ça devient dangereux quand c'est fait avec des amateurs, vous le disiez tout à l'heure. Absolument. Donc, on rappelle encore une fois que la caravane sillonne actuellement l'ensemble du territoire, que voilà, les chapiteaux de Sonelgaz s'installent dans les places publiques. Voilà, de la SADEG. Voilà, de la SADEG. Donc, cette caravane a été accompagnée par une autre action. Oui. Donc c'est la première du genre que nous organisons, donc c'est la première fois qu'on l'organise et ça a été organisé le 16 décembre au niveau de toutes les wilayas du pays où l'on a invité les associations de protection de consommateurs et même des associations professionnelles à se joindre à nous pour une journée de formation des membres de ces associations sur le fonctionnement du réseau gaz et sur le déroulement de la campagne que mène la SADEG annuellement. Et le but est de disposer d'un réseau, en fait, d'un réseau de spécialistes qui pourraient intervenir aussi, être des relais dans cette campagne et être des partenaires durant les activités que nous organisons. Activités de la SADEG. Absolument. Merci infiniment donc pour cet éclairage et bon vent à toutes les caravanes qui sillonnent notre pays justement pour la préservation de la santé publique du citoyen en particulier. Donc merci infiniment. Merci à vous. Voilà, je vous souhaite, je vous ai dit bonne chance. Hein. Alors vous voyagez aussi pendant cette campagne? Oui. Oui, nous voyageons en fait. Très bien. Alors bon voyage. Pour la prochaine destination, ce sera où? Merci. Donc demain, on sera à Biskra, Inch'Allah. Très bien. Donc il y a Biskra, Tébessa et Bayet. Très bien. Bon voyage à toute votre équipe. Merci. Et puis le voyage continue pour notre émission aujourd'hui. Dernière ligne droite avec Aïmad Eddine Lamouri et Lilia Bennassar qui vont me rejoindre tout de suite après ceci. Voilà, Lilia Bennassar est déjà là, elle est installée, elle prépare ses feuilles pour justement vous donner le meilleur des destinations culturelles du week-end. Bonjour Lila. Bonjour Nadia, très bon réveil à tous. Bien, ça va? Très bien, merci. Et vous, ravi de vous retrouver. Je vous laisse encore crier le temps de dire bonjour à Ahmed. Vas-y, laisse-moi trier. Ça y est, c'est trié. Chacun crie à son tour. Ça va te prendre plus de temps. Oui, j'ai ramené surtout pour faire plaisir à Lilia. C'est bon, alors vous lâchez Voilà. vos feuilles respectives et on démarre. On démarre, examen fini. Allez, Lilia, qu'est-ce que nous réserve cette fin de semaine? Écoutez, là, il y a plein d'activités, plein de rendez-vous, des rendez-vous qu'on retrouve avec très grand plaisir. Mais on va commencer
commencer par les expositions, deux à ne pas rater cette semaine. La première de l'artiste Amine Goutali, intitulée Pierre précieuse. On disait la semaine passée, l'artiste donc partage avec son public sa passion pour la mer, les arts et la littérature. Donc une belle exposition à ne pas rater. Et puis du côté de Tlemcen, cette fois-ci, c'est le Salon national des arts plastiques jusqu'au 23 décembre à la Maison de la Culture de la ville. Expositions sont au programme, des conférences également, qui seront animées par des professeurs des arts des universités environnantes. Et puis au total, vous pourrez découvrir et apprécier les œuvres de 60 artistes de grands noms, donc aussi de l'art algérien, seront présents et exposent en ce moment. Je peux faire une petite incursion? Oui, cette exposition. Il y a une troisième exposition. Oui, aussi, allez-y. C'est la SAFEX en fait qui abrite vraiment une exposition d'une pléiade d'artistes algériens de renom qui veulent aussi avoir leur empreinte dans cet espace économique essentiellement, mais pour dire un peu que l'art contribue à l'économie du pays, que les artistes ont aussi leur apport dans notre société. Voilà, ils sont nombreux. Donc voilà, mais ils attendent tous les encouragements de la part du public qui ne sait pas, c'est à la salle Durdura en fait. Voilà. D'accord, très bien. Donc oui, puisqu'en ce moment il y a le salon de la production nationale qui se déroule, donc pourquoi pas faire aussi un tour pour apprécier et découvrir cette belle exposition. Et avant de parler de la SAFEX, nous allons aller du côté de Mostaganem pour parler de la 4e édition du Festival national de la poésie des jeunes. 36 wilayas prennent part à cet événement et 80 poètes sous le slogan Algérie, un message d'amour et de paix, donc un beau slogan, et c'est au palais de la culture de la ville. 3 catégories donc seront représentées: la poésie arabe classique, al-fasih, la poésie melhoun et la poésie en langue tamazight. Voilà donc pour le programme. Et la 4e conférence nationale sur la poésie des jeunes aura lieu donc en marge de ce festival qui se poursuit jusqu'au 21 décembre. Donc un bel événement du côté de la ville de Mostaganem. Nous allons aussi parler de la SAFEX, donc on y revient, la 29e édition du Salon de la production nationale, donc des artisans, des artisanes algériennes, le savoir-faire de nos artisans, le handmade, le made in Algérie est présent donc tout au long de cette manifestation, de très belles choses à découvrir, à voir, et pourquoi pas faire un crochet du côté de la salle Durdura comme l'a très bien présenté Radia. Voilà, une belle exposition. Du côté de l'Arwat cette fois-ci, une autre belle ville, donc nous allons faire un clin d'œil à cette belle ville. C'est la 7e édition du Salon national de la créativité féminine. Cette fois-ci, un bel événement depuis le lundi sous le slogan Créatrice algérienne. L'événement valorise donc les innovations féminines dans différents domaines: couture, art culinaire, broderie, dessin, photographie, électronique et musique. Donc un beau rendez-vous du côté de l'Arwat. Et enfin, il revient, on est content, il s'agit du FIBDA. Je crois que c'était le bloc-notes de Imad, mais bon. aussi. C'est une belle présentation. Voilà, donc la 13e édition du Festival international de la bande dessinée, donc le 22 décembre. Donc aujourd'hui. Voilà, à partir d'aujourd'hui, exposition de bande dessinée, conférences, ateliers de formation, défilé cosplay, bien évidemment, le rendez-vous incontournable qui marque la fin de l'événement. Les enfants adorent, oui, qui marque la fin. Les adultes oui, même aussi, les adultes. Donc l'événement qui marque plutôt le défilé cosplay qui marque la fin de l'événement FIBDA. Donc tout cela au niveau, bien évidemment, de l'Office Riyad El Fath, comme chaque année. Donc un beau rendez-vous à ne pas rater avec la participation d'une vingtaine d'artistes algériens et étrangers. Et bien sûr, cette année, c'est la Tunisie qui est l'invité d'honneur de ce FIBDA 2021-2022. Allez, très bien. Cette dernière édition du FIBDA. Voilà, juste une précision, c'est que ne cherchez pas les chapiteaux habituels sur l'esplanade, allez plutôt à l'intérieur du centre culturel. Parce qu'il y a des risques de pluie. Voilà, il y a des risques de pluie, donc vous allez retrouver les exposants à l'intérieur. Ahmed, aujourd'hui. Ahmed, ou le bloc-notes العجيب. Voilà. Et bien, de toute manière, on reste dans la même thématique un petit peu. C'est bien d'avoir fini avec ça, Lilia, parce que nous avions commencé la semaine passée à parler d'un événement qui est The Game Awards. Et comme c'est tellement vaste qu'on n'avait pas assez de temps pour en parler, et du coup, nous allons continuer. La semaine passée, nous avions parlé de l'événement, mais je veux préciser un petit chiffre, un petit détail, enfin, qui est énorme, hein, ce chiffre, 85 millions de vues. Cet événement qui a été retransmis en ligne a été vu
85 millions de fois, bon, étalé sur 30 plateformes différentes, notamment Twitch, YouTube et ainsi de suite. C'est quand même un record pour l'édition et pour pratiquement tout ce qui peut se faire en ligne. C'est énorme. Et du coup, ça prouve l'intérêt des gens à travers le monde, justement, parce que ça ne concerne pas que les États-Unis, l'Europe ou l'Asie. Même nous, en Afrique, en Orient, ils ont vraiment beaucoup regardé cet événement. On avait commencé avec une interprétation de Sting, la dernière fois, le chanteur Sting. Est-ce qu'on peut commencer un petit peu en musique? Allons-y. On peut commencer en musique, voilà, un petit peu de fraîcheur. C'était pour rentrer dans le bain, dans le vif du sujet, c'était l'orchestre du Game Awards. Ils ont carrément un orchestre, composé un orchestre, et là ils ont joué un medley de tous les titres des jeux qui avaient été nominés dans la catégorie Game of the Year, jeu de l'année, ce qui est le titre le plus prestigieux. Il y avait 30 catégories, mais le titre du jeu de l'année, du Game of the Year, c'était franchement le titre à avoir. Voilà, le titre à avoir. Et on en avait parlé la dernière fois, le jeu qui avait remporté le titre du Game of the Year, c'est It Takes Two. On peut voir en même temps, voilà, comme ça on aura le temps de discuter, si on peut montrer les images de ce jeu, que nos téléspectateurs puissent découvrir et faire connaissance avec ce jeu. This is a story of passion. I'm gonna throw up. Oh, you're a doll, Cody. You've nothing to throw up. Told you. It takes two, baby. This is a story of attraction. Do you feel it? I feel stuck. C'est super sympa et je vous conseille vraiment. Je conseille à toutes les personnes qui nous regardent, qui veulent sur leur PlayStation essayer ce jeu. Allez-y, vous ne regretterez pas. Donc voilà, ça c'était par rapport aux catégories Game of the Year. Je vais passer à une autre catégorie qui concerne énormément d'Algériens qui ont toujours participé à des concours à l'université USTHB, qui à chaque fois, depuis 2011, il y a eu des événements de développement de jeux vidéo. Et cette catégorie, c'est jeux indépendants. On appelle Best Indie. Indie Game, c'est jeux indépendants. Alors j'explique ce que c'est. Ce sont des jeux développés par des personnes ou des petits studios, si on peut appeler ça comme ça, qui n'ont pas d'éditeur, pour pouvoir éditer le jeu et le distribuer sur des plateformes. Donc c'est des gens qui postent ça sur Google Play, sur App Store, tout simplement, à Damakan. Voilà. Donc la catégorie a dit les jeux indépendants. Ah, on va jouer comme d'habitude. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 nominés. Il y avait 12 Minutes, Death's Door, Inscription, Kena, Bridge of the Spirits ou alors Loop Hero. C'était quoi le jeu qui avait remporté cette catégorie? Je redis. 12 Minutes, Death's Door, Inscription, Kena, Bridge of the Spirits ou alors Loop Hero. Radia, Lélia. Ça aurait été ça, mais c'est pas ça. Et non plus, c'est Kena, Bridge of the Spirits. C'est un jeu super sympathique. Si on peut en même temps voir les images, voilà, en même temps, juste on commente. C'est un jeu qui sortira tout bientôt. Et justement, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, développé par Humber Lab. C'est un petit studio, tout petit studio. Et les images sont magnifiques. Pour un jeu indépendant, et c'est ça aussi le détail, pour un jeu indépendant développé par quelques personnes, c'est pas les gros studios qui ont 200 personnes, voilà, exactement. Des développeurs et j'en passe. Voilà, quand on voit la qualité, on se dit que... Et je vous assure qu'il y a des Algériens qui sont capables de faire des choses pareilles, c'est juste qu'il n'y a pas les plateformes, les événements pour donner cette occasion à... Voilà, là c'est vraiment le gameplay, c'est comme ça qu'on voit le jeu pendant qu'on y joue, c'est beau. Ça rappelle un peu Arcane. Ça rappelle Arcane, oui. Alors Arcane, dommage, on n'aura pas assez de temps, je pense, pour en parler. Mais Arcane, c'est un jeu que beaucoup de personnes connaissent, c'est League of Legends. Il y a eu une série sur Netflix adaptée à partir de ce jeu qui s'appelle Arcane. Alors, il y avait plein d'autres catégories: Best Mobile Game, Community Support, Best VR, AR, les jeux réalité virtuelle, réalité augmentée, Best Action, Best tout le tralala. Mais il y a une dernière catégorie, Best Action Adventure Game. Il y a Marvel's Guardian of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts, Ratchet Clank et Resident Evil Village. C'est lequel qui a remporté? Eh ben, franchement, je pensais que c'était ça parce que c'est très populaire, mais c'était pas ça.
Je te redis. Marvel, Metroid, Psychonauts, Ratchet & Clank, Resident Evil. Je dirais le deuxième. Et c'est Metroid, justement Metroid. C'est d'ailleurs la J'ai dit musique comme qu'on ça avait au vue, hasard, voilà, hein. pour que aussi nos téléspectateurs puissent découvrir ce jeu à l'image en même temps. Et il y a voilà, c'est ça, le jeu Metroid, Samus Aran, un jeu, une licence qui existe depuis de très nombreuses années sur Nintendo. Et là, c'était le dernier. Il y a eu une démonstration qui a été lancée gratuitement. C'est même pas une démonstration, c'est le jeu Non, est je déjà veux dire, sorti. mais il y a eu une démonstration de ce jeu. Ce jeu, non, parce que ils ont carrément lancé la précommande à l'avance, parce que tout le monde attendait ce jeu. Et j'ai craqué, voilà, j'ai craqué, je l'ai précommandé, j'ai jamais fait ça. J'achète toujours des jeux d'occasion, le jeu et je le revends tout de suite. Là, j'ai craqué, j'ai acheté le premier jour, avant même la sortie, parce que c'est toute mon enfance, toute ma jeunesse. Donc voilà, c'était ça l'événement, c'était tout plein de belles choses annoncées. 3 heures d'événement. Plus de 3 heures, voilà, plus de 3 heures, une cérémonie incroyable. C'est une cérémonie, voilà. Digne des Grammy Awards. Grammy Awards, Oscars, etc. Et en parlant des Oscars et Grammy Awards, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de films. Il y a des jeux qui ont été, il y a des films qui ont été adaptés en jeu, comme Matrix par exemple, qui est, d'ailleurs il y a même le nouveau film Matrix qui est dans les salles de cinéma algériennes à partir de ce week-end, Inch'Allah. Mais il y a le jeu Matrix qui va sortir et de l'autre côté, nous avons jeux qui ont été adaptés en film, notamment Sonic. Je pense que les enfants connaissent, pas que les enfants bien évidemment, mais le film Sonic 2 sortira tout bientôt en 2022. Et voilà, si vous voulez juste voir quelques images en même temps, et que j'explique à nos téléspectateurs que ces choses-là ont été annoncées dans la soirée, durant l'événement. Donc c'était des exclusivités, ils en profitent dans ces événements pour annoncer des choses, pour dire que va être reporté, ou alors cette sortie va être avancée, ou alors qu'ils vont collaborer avec d'autres studios, d'autres développeurs. Et nous avons besoin de ce type d'événement, et c'est justement le cas. Il y a un groupe d'Algériens qui veulent faire The Algeria Game Awards. Ils m'ont contacté et ils m'ont pas demandé d'en parler. Je me suis dit, j'en parle comme ça. S'il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui veulent ou peuvent aider d'une manière ou d'une autre, qu'ils aillent sur la page The Algeria Game Awards. On a le logo de cette organisation, voilà, Algeria Game Awards, organisé par Just Play It. C'est un groupe, c'est une page sur Facebook, Just Play It. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va être fait, ou comment, pourquoi, mais j'annonce juste que ça va avoir lieu. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qui s'est passé. Oui. Il y aura plein de catégories, le jeu, le joueur de l'année. Et une image, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Idriss Ben Lahrach, que je salue au passage, qui est l'un des meilleurs joueurs de Street Fighter en Algérie, qui a joué. On l'avait reçu justement, c'est ce que je voulais dire, c'est pour ça que je le montre. Un champion algérien. Et qui avait été nominé dans un événement en Côte d'Ivoire, le FEJA, Festival électronique des jeux et des arts, qui a été nominé, qui a eu le prix de l'espoir. Voilà, du joueur africain espoir. Donc c'est quand même très encourageant. On espère que voilà, il y aura des titres pour plein de joueurs, plein de jeux, plein de choses. On est là pour les encourager. On espère. Ahmed Eddine Lamouri, merci et au revoir. Ouais, au revoir tout le monde. Ça y est. Merci à Lilia Benasser ici présente et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Excellente journée à tous. Au revoir.